B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Samech Zayin, nous commençons à la première ligne. Nous avons vu dans la Mishnah toute une machloket lorsque, pour la mincha du Homer, on avait pris 5 séim ou 3 séim, c'était aussi une machloket, une mesure de 3 CA ou de 5 CA d'orge pour ne récupérer qu'un issaron. Un issaron pour la mincha du Homer qui allait être offerte au Beth Amikdash. Les restes de toute cette farine qu'on ne va pas utiliser pour la mincha Homer devaient être rachetés, on transférait la kedusha sur de l'argent et ensuite on pouvait consommer cette farine. Est-ce qu'il y avait une obligation de trumot ou maasrot sur cette farine? Nous avons vu que c'est une machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim dans la Mishnah. La Gemara a expliqué qu'en vérité, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Akiva, pour l'obligation de trumot ou maasrot de cette récolte, étant donné que le moment du Gemar Melacha, lorsqu'on avait préparé le tas d'orge, et c'est à ce moment-là le miroir, on prépare, on fait un tas, kérig, on fait le miroir, on aplatit le haut avec une pelle. À partir de ce moment-là, on doit prélever trumot ou maasrot. Ce miroir qui est appelé dans la lachon de la Torah digun, c'est-à-dire le rond dagan, on le termine. La Torah dit degancha, et de là on apprend velo digun ekdesh, ou velo digun ovde kochavim. Donc nous avons vu qu'aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après les Chachamim, le miroir du Ekdesh, en vérité, dispensait de prélever Trumot ou Maasrot, si c'est le Ekdesh, que la Torah a dit, Reshit Degancha, on apprend Diguncha, c'est lorsque toi tu fais le Gmar Melacha, mais pas lorsque c'est le Ekdesh. C'est vrai que d'après Rabbi Akiva, il y avait malgré tout une obligation de Maasrot, comme nous avons expliqué, que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'on a acheté toute cette orge, en vérité, on n'a acheté que le Issaron. Tout le reste n'avait pas de Ktusha, donc ce n'était pas le Digun du Ekdesh. Et la Gemara nous avait rapporté ce que Rava avait dit, que le miroir du Ekdesh est poter. D'après tout le monde, lorsque une récolte appartenant au Ekdesh a été terminée par le Ekdesh, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot, et même par la suite, lorsqu'on va transférer la Kedusha de cette récolte, et qu'elle sera donnée à manger à tout Israël, tout celui qui voudra, celui qui achètera, il n'y a plus d'obligation de Trumot ou Maasrot puisque le Digun s'est fait dans les mains du Ekdesh, dans la possession plutôt du Ekdesh. Et Rava avait dit que si le Digun est un Digun, un miroir du non-juif, là nous avons une machloket. Est-ce qu'il y a ensuite une obligation de Trumot ou Maasrot? Là on continue avec la Afrashat Chala, Gilgul Ekdesh. Lorsqu'on prépare la pâte, le Gilgul du Ekdesh, c'est-à-dire lorsqu'on a préparé la pâte et que la pâte se trouvait dans la possession du Ekdesh, c'est poter. Il n'y a pas d'obligation de Chala. Même si ensuite on a racheté la pâte et qu'elle va être mangée par un Israël, il n'aura pas besoin de prélever la Chala. Ditnan, comme nous avons vu dans une Mishnah, Igdisha Isata Achelo Gilgela, si un homme a sanctifié une pâte avant de l'avoir pétrie, avant de l'avoir préparée, donc la farine, l'eau, ou pedata, et ensuite il a racheté du Ekdesh, Chayevet, il y a une obligation de prélever la Chala, puisqu'il l'a racheté avant de l'avoir préparée. Donc, Igdisha Isata, Achelo Gilgela Ufedata, il a racheté avant d'avoir préparé la pâte. Lorsqu'il va préparer la pâte, il y a une obligation puisque c'est le Gilgul du Ediot du particulier. Mais Meshi Gilgela Ufedata, si un homme avait d'abord préparé une pâte, il l'a offerte au Ekdesh, il la rachète, là il y a une obligation. Pourquoi? Puisque là encore, au moment où il a préparé la pâte, c'était dans les mains du Ediot, donc il y a une obligation, même si entre-temps, la pâte est passée sous la possession du Ekdesh. Mais dans le cas du Igdish Achelo Gilgela, il a été Magdish la farine avant d'avoir préparé la pâte. Vegilgela Gizba, et ensuite le Gizba, le responsable du Ekdesh, a préparé la pâte. Vacharkar Pedata, ensuite il va racheter cette pâte, transférer la Gdusha à la Ptura.
s'est dispensé de chala chez Béchat Chovata et Tapetura, puisqu'au moment où il y a une obligation, c'était au moment où on prépare la pâte était Ptura, puisque c'était dans les mains, dans la possession du Ekdesh. Mais Ba'er Rava, et là Rava se pose la question concernant le Gilgul Oved Kochavim Maïs, c'est le non-juif qui prépare la pâte, c'est-à-dire si la pâte a été pétrie sous la possession du non-juif, quel est le dit? Donc Rava avait dit que pour le miroir du Ekdesh Patour d'après tout le monde, mais le miroir du non-juif Machloket. Pour le Gilgul, c'est-à-dire l'obligation de Chala du Ekdesh Patour, pour le Gilgul du non-juif, Rava se pose la question. Maï. Mitnatnan, nous avons enseigné, nous avons appris que Ger Shenit Gayer, un Ger Shenit Gayer, c'est-à-dire un non-juif qui s'est converti. C'est vrai que ce Lachon est un peu dur, Ger Shenit Gayer. On a l'habitude de dire Ger Shenit Gayer, ce n'est pas le Goy Shenit Gayer. Parce que le non-juif ne se convertit pas. Celui qui se convertit, c'est celui qui est guerre, comme c'est marqué comme sa neshama, était donc une neshama juive dans le corps d'un non-juif, donc il est déjà guerre avant, il est appelé guerre avant de se convertir. Donc guerre Shenit Gayer, le converti, Vehaitalo Issa, il avait une pâte qu'il avait préparée alors qu'il était encore non-juif. Vehaitalo Issa, il avait une pâte. Nasa Chelonit Gayer Patour. S'il a donc préparé cette pâte avant de s'être converti, Patour. Puisque au moment où il a préparé la pâte, il était non-juif, il n'y avait pas d'obligation de chala. Mais Shenit Gayer, si c'est après sa conversion qu'il va préparer la pâte, la chayav, il a une obligation de chala. Ça fait que si on a un doute, alors chayav, il est chayav, mais ça fait que, puisqu'on a un doute, on est mahmir. Et donc, la Gemara va se poser la question, Rava se pose la question, qui est l'auteur de cette Mishnah? Est-ce que, ce qui est marqué, Man Katanela, qui l'a enseigné? Est-ce que c'est d'Ivré à Kolhi, Vafilo Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Demikanchai, Veatam Patriacha? Est-ce que c'est d'après tout le monde que lorsque le non-juif prépare une pâte, il est dispensé de chala? Et même d'après Rabbi Meir, Rabbi Yuda que nous avons vu plus haut, qui tous les deux pensent que le miroir du non-juif et chayav, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Est-ce que malgré tout, ils vont dire Patreacha que ici, ils sont dispensés? Est-ce que Atam ou Dirtiv de Gancha Yetera? Est-ce que là-bas, je vais dire pourquoi lorsque c'est le non-juif qui a fait le Digoun, le Gemar Melacha, on est dispensé de Trumot ou Maasrot, et pendant il y a une obligation de Trumot ou Maasrot d'après Rabbi Yuda et Rabbi Meir? C'est parce que comme c'est marqué deux fois Degancha, c'est un Degancha qui est en trop, puisque c'est marqué Maasa Degancha, une fois c'est marqué aussi Maasa Degancha, l'Otucha l'Echol Bisharecha Maasa Degancha, ensuite Vachaltef Nashmukra Magamishfa Maasa Degancha. Donc puisque c'est marqué deux fois Maasa Degancha, nous avons le principe suivant lorsqu'on va traduire Degancha, c'est-à-dire ce que toi tu as fait comme Gmar Melacha, toi et pas le non-juif. Mais comme c'est marqué deux fois, donc avec miut, achar miut, nous avons un principe que lorsque la Torah exclut deux fois de suite la même chose, c'est en vérité une miut, achar miut, à la lérabot pour inclure que afilo vet kochavim, que même le non-juif qui va faire le gemar melacha, il y a une obligation de trumot ou maasrot. Et donc c'est peut-être pour cela que Rabbi Meir, Rabbi Yuda là-bas vont dire que lorsque le non-juif a fait le gemar melacha, qu'il a terminé de le gemar melacha, dire le travail de la récolte, il y a maintenant normalement une obligation de Trumot Masrot. Donc puisque j'ai deux fois des gancha, que même sur la récolte du non-juif, il faut prélever Trumot Masrot, avalacha, mais ici, à propos de la chala, très hymné, arisotrem ktiv, c'est marqué deux fois arisotrem. Et donc puisque c'est marqué deux fois reshit arisotrem, Mereshit Arisotrem, c'est-à-dire le début de la pâte, Arisotrem c'est vos maths. Donc est-ce qu'on va dire que Chad Arisotrem c'est pour dire Kede Isatrem? Le premier Arisotrem vient nous enseigner Kede Isatrem, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le shiur
de challah, c'est-à-dire une pâte conséquente, pour qu'il y ait donc une obligation de prélever la challah. Et le deuxième, Vechad Arisotrem, vient nous dire Veloisat Ovde Kochavim Veloisat Egdesh. Et le deuxième vient dire que c'est seulement lorsque c'est le Israël qui prépare la pâte, et non pas si c'est le non-juif ou le Egdesh, c'est la possession du non-juif ou du Egdesh. Donc peut-être, bien que Rabbi Yehuda, nous avons vu plus haut, pense que lorsque le non-juif fait le Gemar Melacha, il y a malgré tout une obligation de Trumot ou Maasrot, c'est parce qu'on apprend du Pasouk. Mais ici, pour Challah, on apprendra du Pasouk le contraire. C'est que si le non-juif prépare la pâte, il sera dispensé de Challah, même si ensuite j'achète cette pâte. Au Dilma, ou peut-être que non. C'est-à-dire que si on explique ainsi, notre Mishnah que nous venons de voir, que la pâte du guerre, du non-juif, qu'il a préparé lorsqu'il était non-juif, et qu'il s'est converti, et Ptoura, ce sera donc même d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Meir, donc d'après tout le monde, la pâte d'un non-juif est dispensée de Challah Odilma, ou peut-être que non. C'est Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Katanla qui sont les auteurs de cette Mishnah, des Kapatré qui, eux, même dans le cas du miroir du non-juif, vont dire que c'est pas tout. Et donc ils diront de même pour la Frachat Challah, Val Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Agamre Reshit. Mais peut-être que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda vont apprendre par une Gzera Shava Reshit de Hatam, de là-bas. Dans un passouk, c'est marqué Reshit de Gamcha. Et à propos de la Challah, c'est marqué Reshit Arisotrem. Donc peut-être que d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on va prendre une Gzera Shava et on va dire de la même manière que là-bas, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot, même si c'est la récolte du non-juif. Donc de même, on dira pour la Challah, si c'est la pâte du non-juif, il faut prélever la Challah. Donc la question de la Gemara, le problème que soulève Rava, c'est lorsque le non-juif a préparé une pâte, est-ce qu'il y a une obligation de Challah ou pas? C'est vrai que nous avons une Mishnah, où la Mishnah nous dit qu'une pâte qui a été préparée par un non-juif est dispensée de Challah, mais la question qui se pose, est-ce que cette Mishnah c'est d'après tout le monde, ou est-ce que nous avons encore une marloquette, de la même manière que nous avons vu une marloquette concernant le miroir? Amar Rava, Rava a dit, Yeh Rava derse bechilma. Yeh Ratson, que je puisse voir ceci en rêve, que j'ai ma réponse en rêve. Hadar Amar Rava, ensuite Rava est venu et a rajouté à dit non. Man de Amar miroir ovet kochavim patour, Gilgul ovet kochavim patour. Rava est revenu et a dit, celui qui pense que lorsque le non-juif a terminé la récolte, cette récolte est dispensée de Trumat ou Maasrot, il dira aussi que lorsque le non-juif prépare une pâte, elle est dispensée de Maasrot. Man de Amar miroir ovet kochavim menopoter, Gilgul ovet kochavim menopoter. Celui qui dit que lorsque le non-juif a terminé de préparer la récolte, où il y a une obligation de Trumot ou Maasrot, puisque ce miroir, à ce moment-là, était dans les mains du non-juif, donc, malgré tout, d'après ce mandama, ce n'est pas patour, eh bien, on dira aussi que pour la Challah, ce n'est pas patour, il y a une obligation de Challah. Donc, Rava est revenu sur ce qu'il pensait au départ, et il dit que c'est une marloquette encore entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, puisqu'il y a une obligation de Trumot ou Maasrot sur la récolte du non-juif, on dira de même sur la pâte du non-juif, et d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, c'est dispensé de Trumot ou Maasrot et aussi de Challah. Et Tiver Rav Papa les Rava. Rav Papa vient objecter à Rava de cette Tosefta. C'est marqué au Vet Kochavim Shifrish Peter Chamor Vechala. Un non-juif qui a prélevé un Peter Chamor, c'est-à-dire un non-juif qui a eu un premier-né de son ânesse. Comme c'est marqué dans la Torah qu'il faut racheter contre un agneau l'âne, donc lui aussi il a prélevé un agneau pour racheter son âne. Il pensait qu'il y avait une mitzvah de Peter Chamor pour lui aussi. Ou bien Challah, il a pétri une pâte, il a prélevé la Challah. La Tosefta nous dit Modi Moto Shu Patour. On va lui faire savoir, on va lui dire que tu es dispensé, tu n'as pas d'obligation de Peter Chamor. Vechalato et sa Challah Nechelet Lazarim sera mangé. Parce qu'il est aussi dispensé de Challah, donc normalement la Challah est mangée par les Kohanim. La Challah de ce non-juif sera mangée par un Zar, par un Israël. Ou Peter Chamor, et donc son âne, Peter Chamor, Gozez ve'ovedbo, il pourra couper et utiliser la tonte. Ve'ovedbo, il pourra même travailler, il pourra
même travailler, c'est-à-dire utiliser sa bête, puisqu'il n'y a pas de Kedushat Bechor. La question que pose ici Rav Papa à Rava est que c'est marqué dans cette Tosefta que seulement sur 2 points, on doit dire au non-juif qui s'est trompé. Sur le C du Peter Hamor, donc on lui dit ton âne n'a aucune Kedusha, tu peux donc t'en servir, ce qui n'est pas le cas pour un âne avant qu'on l'ait, le premier-né, avant qu'on l'ait racheté. Et la chala, elle peut être mangée par n'importe qui. Mais nous dit Rav Papa, on remarquera que ce n'est pas marqué le din de la trouma. Que si le non-juif a prélevé la trouma, on va lui dire ta trouma n'en est pas une, elle peut être mangée par tout le monde. Non, ha troumato asura, elle est interdite. Donc, nous avons dans le Tana de cette Mishnah que la trouma du non-juif est interdite. Donc le miroir du non-juif et nos poter ne dispense pas. Il y a une obligation de troumot ou maasrot. Et pourtant, c'est marqué que sa chala est mangée par n'importe qui. Donc il ne peut pas prélever la chala. Donc on voit que Gilgul ovet koravim poter. Donc c'est contraire à ce qu'a dit Rava, puisque Rava a dit que l'un dépendait de l'autre. Veod, de plus, et Tivé Ravina et Rava. Ravina va objecter à Rava. C'est marqué Chala Tovet Kochavim Ba'aretz, la chala que prélèvera le non-juif en Eretz Israël. C'est-à-dire, nous dit Rashi, même d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël. Ou Trumato Bechutz Haaretz. Et sa Trouma, d'une récolte de Chutz Haaretz, que même pour le Israël n'est que Midei Rabbanan, Modin Oto. On lui dira à ce non-juif, Shu Patour, qu'il est dispensé. Chalato, et donc cette chala qu'il a prélevée, Nechelet Lazarim, sera mangée par même un Israël, un étranger, c'est-à-dire pas un Kohen. Vetrumato enamedamat, et sa trouma ne va pas interdire la récolte si elle s'est mélangée avec une autre récolte, elle ne l'interdira pas, puisqu'elle n'a pas le din d'une trouma. En tout cas, nous voyons qu'il est marqué dans cette autre Tosefta que seulement la chala est la trouma de Chutz La'aretz. Mais on pourrait déduire à Troumato Be'eretz, Asura, la trouma d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël est interdite, puisque on dira dans ce cas-là que le digoun du non-juif n'est pas poter. Il est no poter, il a une obligation. Donc à Troumato Be'eretz Asura, elle serait interdite, sa trouma au Medamat, si elle se mélange avec du choulin, elle interdira le choulin. Ve'a haïtana de amar mirovet kravim no poter. Donc nous voyons, nous dit Ravina de cette Tosefta, que d'un côté je dis que la chala n'a pas le din de chala, mais sa terouma d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël aura le din de terouma. La récolte de Chutz La'aretz, puisque même pour le Israël ce n'est que Midei Rabbanan, non pour le non-juif, elle n'a pas de Kedusha. Mais pour Eretz Israël, il y a une Kedusha. Donc voici que ce Tana pense que miroir vet kravim no poter ne dispense pas, alors que Gilgul vet koravim poter. Alors que la chala est dispensée, c'est encore contraire à ce qu'a dit Rava, qui lui faisait dépendre l'un de l'autre. La Gemara répond Midei Rabbanan, c'est-à-dire, nous explique Rashi, en vérité, c'est vrai que les dinim dépendent l'un de l'autre. Ce qui est marqué est que la chala, si le non-juif a préparé la pâte, c'est patour. Ce Tana pense aussi que pour le miroir, si le non-juif a terminé le Gmar Melacha, c'est patour. Alors pourquoi on peut déduire que la trouma en Eretz Israël et Asura, ce n'est que Midei Rabbanan? C'est ce que la Gemara va répondre, Midei Rabbanan. Et pour quelle raison? Gzera mishum ba'alei kisin. C'est une gzera à cause des ba'alei kisin. Rashi explique à cause des riches, qu'eux vont acheter la récolte de transporteurs, et si on leur permet de prendre la récolte d'un non-juif sans prélever le maaser en disant que miroir vet koravim patour, alors lorsqu'ils vont acheter même d'un Israël, ils vont penser que c'est patour. Ils ne feront pas la différence entre le Israël et le non-juif. Ou Rashi donne une autre explication. Ba'alei kisim, c'est-à-dire ceux qui sont très riches et qui ont beaucoup de trumot ou maasrot, ils vont donc avoir peur de prélever, ils vont avoir du mal à prélever toutes ces trumot ou maasrot, donc ils vont préférer faire acquérir la terre à un non-juif, afin que le non-juif puisse faire le miroir, soit dispensé de Trumot ou Maasrot, et donc de cette manière on enlèvera Trumot ou Maasrot de toute cette terre-là. Donc pour cela les Chachamim ont dit, c'est vrai que d'après le Tana de cette Mishnah, si le non-juif prépare une pâte, il est dispensé de Chala, elle est dispensée de Chala. Si
un non-juif fait le miroir, on dispensait de Trumot ou Maasrot. Malgré tout, Midi Rabbanan, il faudra prélever Trumot ou Maasrot. Alors demande la Gemara Yachi. Afilu Chalaname. Si ce n'est que Midi Rabbanan pour les Trumot ou Maasrot, pourquoi les Khamim n'ont pas imposé pour la Chala aussi de prélever Midi Rabbanan? La Gemara répond Efchar de Afela Pachot Mechameshet Rivem Kemach Ve'od. Parce que si vraiment un homme veut ruser, ne veut pas prélever la chala, il pourra pétrir moins que le shiur, la quantité de chala qui est 5 quarts de kemach. C'est une mesure qui est développée dans Masechet Eruvin, nous dit Rashi. Donc un homme peut prélever moins que le shiur chala et de toute manière en être dispensé. Donc on ne va pas faire une takana de dire qu'il faut prélever, parce que si vraiment un homme ne veut pas prélever, qu'il a la possibilité de prélever, de faire une pâte sans qu'il y ait cette quantité de Chameshet, Revem, Kemach Ve'od et un peu plus, et donc il sera dispensé de toute manière de Chala. Alors demande la Gemara Trouma Oname, pour la Trouma aussi, pourquoi tu dis que la Trouma d'Eretz Israël, d'un non-juif, il faut prélever la Trouma, bien qu'il a fait le miroir, de peur qu'ensuite on risque d'essayer les Baalekissim, essayer d'être dispensé et de ne pas payer et de ne pas prélever tout Trumot ou Maasrot. Si vraiment ils veulent se dérober de cette mitzvah, ils ont aussi la possibilité. Comment? Comme ce que nous a dit Raboshia. Damar Raboshia, Marie, Madame Altevuato, un homme peut ruser sur sa récolte et faire en sorte qu'il n'ait pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. Comment? Machnissa bemot shela. Il va faire rentrer la récolte lorsqu'elle est encore dans l'épi, afin que sa bête soit dispensée, puisse manger et qu'il soit dispensé de maaser. Donc comme Rachid nous l'explique, puisque l'obligation de Trumot ou Maasrot, c'est seulement lorsque la récolte rentre alors qu'elle est sortie de l'épi et qu'elle rentre dans la maison, là il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Mais si elle est encore dans l'écorce, il n'y a pas d'obligation. Donc de toutes les manières, s'il veut se dérober de cette mitzvah, il a cette possibilité, ou encore il a des rekakot et des karfifot. L'obligation de Trumot ou Maasrot, c'est lorsqu'on fait passer la récolte par la porte. C'est un dit, nous rappelle Rachid de Masechet Baba Metzia, que le tevel d'obligation de Maaser, que lorsque il est rentré par la porte. Mais s'il rentre par les toits, ou les karfifot, ou les chatzerot, les cours, là il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. Donc si vraiment un homme a peur pour son argent et veut se dérober de la mitzvah, il n'est pas nécessaire, demande la Gemara, d'obliger de prélever Trumot ou Maasrot de la récolte d'un non-juif pour ne pas qu'un homme rusé fasse faire cette acquisition au non-juif. Si en vérité il veut se dérober de la mitzvah, il peut de deux manières, ou faire entrer la récolte avec son écorce, ou bien la faire passer par les toits et pas par la porte. La Gemara répond, c'est différent. Atam befares yazi la bamilta. De faire passer par la porte ou par le mot, c'est quelque chose qui va se faire savoir. Et donc les gens ont honte. On va lui dire quoi? Tu ne veux pas donner ton Trumot ou Maasrot, tu cherches à te dérober de la mitzvah. Donc il ne va pas agir ainsi. Mais acha betzina, mais par rapport à la chala, puisque c'est betzina, c'est en cachette, il est tout seul, il n'aura pas honte. Donc puisqu'il n'a pas honte, donc il ne va pas aller chercher le non-juif. Alors que pour la récolte, il va avoir honte des gagot des karfifot, donc il va aller chercher le non-juif. Donc s'il veut se dérober de la mitzvah, il ne va pas essayer de faire comme Bemotz ou Begagot, Bekarfifot, il va chercher un non-juif. C'est pour cela que les Chachamim ont imposé de prélever Trumot ou Maasrot, même de la récolte de ce non-juif. Pour la chala, ils n'ont pas imposé de prélever la chala du non-juif, puisqu'on ne craignait pas qu'un homme, pour se dérober de la mitzvah, va agir ainsi, puisque si vraiment il veut se dérober de la mitzvah, il va pétrir moins que le shiur, et ainsi il n'aura pas d'obligation de hafrashat chala. Donc ce que la Gemara nous a rapporté ici, c'est que on a répondu à la question sur Rava. Donc d'après Rava, nous avons aussi une marloquette. Donc reprenons ce que Rava nous a dit. Si c'est le Ekdesh qui a fait le miroir, le Gmar Melacha qui a fait le tas, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. Si c'est le non-juif, c'est une marloquette. Concernant la pâte qui a été pétrie par le Ekdesh, c'est dans la possession du Ekdesh,
du Beth Amikdash, donc par le Gizbar, le responsable, dispenser aussi de challah. Si c'est la pâte d'un non-juif, c'est aussi une marloquette. Ça dépend de la marloquette concernant Trumot ou Maasrot. On continue avec une nouvelle Mishnah. Balo le Yissaron. La Mishnah nous dit, lorsque le Kohen se rend, si on peut dire Balo le Yissaron, pour prendre le Yissaron, cette mesure d'orge, pour la Minchat Omer, Natan alav shamno ulvunato. La girsa de la Mishnah, Natan alav, Rashi lui veut dire noten trila, comme le souligne aussi le Shita Mekubetset sur le côté. On va d'abord mettre de l'huile avant de mettre la farine, donc on ne peut pas dire Natan alav shamno qu'il met par-dessus l'huile, puisque l'huile doit être placée avant, donc on va être gores, comme Rashi, noten trila. Il met d'abord shamno de l'huile. Après avoir mis l'huile, c'est là qu'on va mettre la farine et on rajoute de l'huile par la suite, comme nous allons le voir. Ulvonato et la levona qu'on doit mettre pour la minchat omer, puisque nous avons vu plus haut qu'il fallait de la levona. Yatzak ou balal. Yatzak ou balal, c'est-à-dire qu'il va verser de l'huile et il va aussi mélanger la farine avec de l'huile. Dans l'ordre aussi, les Mefarshim disent que c'est d'abord balal, ensuite yatzak. Henif, il va faire la tnufa, des balancements de cette mincha, vehigish, et l'approcher du misbeach, puisque pour la mincha tomer, il y a aussi un digne de hagasha et de tnufa, comme nous l'avons vu. Kamatz, il prendra une pleine poignée de ce mélange, cette farine et de cette huile, vehiktir, et le Kohen va brûler sur le misbeach ce kometz ve'ashe'ar, et le reste neicha, la Kohanim sera mangé par les Kohanim. Mishekara va omer. Une fois qu'on a donc apporter cette minchat à Omer, Yotzim, on sortait, ou Motzim, et on trouvait Chouke Yerushalayim, les marchés de Yerushalayim, Shehu Malé, Kemar, ou Shok Yerushalayim, Shehu Malé, Kemar, Kali, qui était plein de farine, Kali, c'est-à-dire de blé ou d'orge grillé, Shelo Birtzon Chachamim. Mais les Chachamim n'étaient pas d'accord. Donc on trouvait Melo Kemar Kali, c'est vrai qu'on pourrait lire Melo Kemar Kali de la farine, de ces graines grillées. D'après Rashi, on trouvait Kemar de la farine et Kali. Nous verrons dans la Gemara, est-ce que c'était du Kemar Kali, où on faisait d'abord griller le blé ou l'orge avant de le moudre. Mais c'était chez l'Obirtsan Chachamim, c'est-à-dire sans l'accord des Chachamim, dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, Rabbi Yuda dit, si Birtsan Chachamim ayu osim, c'était avec l'accord des Chachamim. Quelle est la raison de Rabbi Meir? C'est que si on permet de couper et de préparer de la nouvelle récolte avant la mincha du Homer, on risque dans la préparation d'en manger. Et donc on va manger le chadash, la nouvelle récolte, avant qu'on ait apporté le Homer. Et comme nous le savons, il y a une interdiction de manger la nouvelle récolte, la récolte de cette année, avant d'avoir apporté le Homer au Beth Amikdash. La mincha du Homer était, Materet permettait la consommation du chadash de la nouvelle récolte. Donc d'après Rabbi Meir, on ne pouvait pas permettre d'amener jusqu'au marché de la farine ou des kalayot ou des graines grillées, étant donné que même les grains grillés ou kemar, la farine, on risque d'en manger avant d'avoir apporté le homer. Donc les chachamim ont interdit. D'après Rabbi Yuda, il n'y a pas lieu de faire de Gzerot, comme nous allons le voir dans la Gemara. La Gemara pose la question, Velo Gazar, Rabbi Yuda, Dilma'ate le Mechal Mini, on voit que Rabbi Yuda dit que les Chachamim étaient d'accord, donc ça veut dire que après Rabbi Yuda, les Chachamim ne craignaient pas qu'on risque de manger de la nouvelle récolte avant d'avoir apporté le Homer Urminu, et pourtant nous avons une contradiction, puisque Rabbi Yuda Homer, Rabbi Yuda dit dans Psachim, Bodkim, Or, Arba Asar, on va faire l'abdikat Chametz, chercher le Chametz, la nuit du 14, ou Be'arba Asar Shacharit, le 14 au matin, ou Beshat Abiyur, et à la 6e heure, au moment où on doit brûler le Chametz. Mais ensuite, on ne fait pas de bdika. Pourquoi? Puisqu'à partir du Biyur, à partir du 14 Nissan, de Pessah, à partir de Chatzot, il y a une interdiction de consommer le Chametz. Si on cherche le Chametz à ce moment-là, on risque d'en trouver et de le manger. Donc d'après Rabbi Yuda, les Chachamim n'ont pas exigé de faire l'abdikat Chametz après le moment
où il y a une interdiction de le consommer, même si on n'a pas encore fait Bdikat Hametz, on ne pourra pas chercher le Hametz de risque qu'on le mange. D'après Rabbi Yehuda. Et les Chachamim disent, lo badak, s'il n'a pas fait la Bdika le soir, fera le matin, s'il n'a pas fait Matam Shatabiour, et s'il n'a pas fait Shatabiour, c'est marqué, d'après les Chachamim, que lo badak betoch hamoed, ivdok lachar hamoed. C'est-à-dire s'il n'a pas vérifié au moment où il fallait brûler le Hametz, la 6e heure, on vérifiera, on cherchera le Hametz même pendant Pessah. Donc les Chachamim ne sont pas gozrim, que on risque, on va peut-être manger le Hametz. En tout cas, nous voyons ici une contradiction. Puisque Rabbi Yehuda, dans cette Mishnah de Psachim, nous dit qu'on ne fera pas de Bdikat Hametz une fois que le Hametz est interdit à la consommation, de peur qu'on risque de le manger. Alors que pour le Homer, Rabbi Yehuda permet d'amener jusqu'au marché la nouvelle récolte, alors qu'on n'a pas encore été makriv le Homer, et il ne craint pas qu'on va en manger. C'est la question de la Gemara. Amar Rabba, Rabba répond, Shane Chadash. Le Chadash, c'est différent, c'est particulier. Pourquoi la nouvelle, cette interdiction de Chadash sur la nouvelle récolte, c'est différent? Mitor, Shelo itar talo, el alide kituf zachuru. Étant donné que les Chachamim ont interdit de couper la récolte avant le 2e jour de Pessah, de la couper d'une manière habituelle. Il faut faire un kitouf, c'est-à-dire avec la main, on coupait, mais pas avec une faucille, seulement des couteaux. Donc, puisque de toutes les manières, lorsqu'on allait couper la nouvelle récolte, on allait la couper avec un chinouille, avec un changement, donc Zachourou, celui qui va couper, va s'en rappeler, il ne va pas en manger. Alors que pour l'Abdikat Hametz, on ne peut pas dire qu'il y a un chinouille à partir de ce moment-là. Amarle Abaye, mais Abaye va répondre et lui dire Tinar Ketzira. Plutôt Abaye vient reposer une question. Tinar, encore tu as répondu Ketzira. Dire comment on peut couper puisqu'on fait avec un chinouille. Mais Trina vers Kada, lorsqu'on va moudre ou tamiser la farine, Maïka lememar. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel est le chinouille qu'on peut trouver là-bas? Puisqu'il n'y a pas de chinouille, il risque d'en manger. Halokasha, la Gemara répond, ce n'est pas une question. Techina berichaya deyada, c'est-à-dire moudre, il va moudre avec un moulin à main. Et harkada tamisé al gabe napa, c'est-à-dire sur le napa, sur le tamis, il va le renverser et donc le côté du bas du tamis va être en haut et par-dessus il va tamiser. Donc par ce chinouille, il va se rappeler qu'il n'a pas le droit encore de manger la nouvelle récolte. La Gemara continue, Bet Hashlachim des Sharik Tzira, un terrain Bet Hashlachim qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, qui est un terrain sec. Les Chachamim ont permis de couper normalement. Rachid donne une autre explication que les Chachamim ont permis puisque on ne prenait pas du Bet Hashlachim la récolte pour le Bet Hamikdash, puisque c'était une récolte, mais l'orge n'était pas très bon, puisque c'est un terrain qui ne se suffit pas de l'eau de pluie. Et donc les Chachamim ont dit qu'on ne prenait pas de là-bas la nouvelle récolte pour le Homer. Donc ils ont permis aussi de couper normalement. Ditnan, Kotzrim Bet Hashlachim, Sheba Makim, dans les Bet Hashlachim, c'est-à-dire les terrains secs qui ne se suffisent pas de l'eau de pluie, qui se trouvent dans Makim, dans les plaines, on coupait normalement, aval lo gotchim. Nous, on ne pouvait pas en faire un gadis, c'est-à-dire un tas, mettre m'engranger, tenir jusqu'au 2e jour de Pessah, jusqu'au moment où on va être makriv le Homer. Donc, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on peut répondre sur la récolte de Bet Hashlachim, puisqu'il n'y a pas de chinouille de changement, il risque d'en manger. Et là, Marabaye, alors Abaye va donner une autre réponse. En vérité, Chadash bedil miné, Chametz bedil miné. Il y a une différence entre le Chadash et le Chametz. Le Chametz, on en mange toute l'année. Donc si on lui permet de faire 10 Chametz, une fois que le Chametz est interdit, il risque aussi d'en manger. Alors que le Chadash, puisque de toutes les manières, on sait que on ne mange pas de Chadash, il n'en a pas encore mangé jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la nouvelle récolte, donc il est déjà éloigné et séparé du Chadash, et il ne va pas en manger. Et donc ainsi on répondra à la contradiction que la Gemara pose sur Rabbi Yehuda. La Gemara continue à Marava, mais des Rabbi Yehuda, Kashia, des Rabbanan, de Rabbanan, lo Kashia. La seule question, c'est d'après
Rabbi Yehuda, d'après les Chachamim, il n'y a pas de question. Dire d'après les Chachamim, c'est Rabbi Meir, Tanakama, premier Tana de notre Mishnah, et celui qui est en machloket avec Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Et on voit que Rabbi Meir, dans la Mishnah, nous dit que les Chachamim n'ont pas permis d'amener la nouvelle récolte dans les marchés avant le Homer, alors que pour l'abdikat Hametz, d'après Rabbi Meir, on pourra faire l'abdikat Hametz même lorsque le Hametz est interdit à la consommation. Donc tu nous as répondu l'action de Rabbi Yehuda, mais des Rabbanan, est-ce qu'il n'y a pas de question? Et là, Rava reprend et dit des Rabbi Yehuda lo kaché gdeshanina. Concernant la contradiction, d'après Rabbi Yehuda, on répondra comme on a donc répondu, qu'il y a une différence entre le Hametz, où il a l'habitude d'en manger, le Hadash, où il n'a pas cette habitude, donc on ne craint pas qu'il va en manger. Et la Gemara nous dit que des Rabbanan aussi, le Kashna, ce n'est pas une question. Pourquoi? C'est vrai que d'après les Chachamim, dans la Mishnah, les Chachamim ont interdit, ils n'étaient pas d'accord, qu'on prépare déjà la nouvelle récolte avant le Homer, qu'on la coupe, qu'on la moue, qu'on la mène dans les chouks, parce qu'on risque d'en manger. Mais malgré tout, pour le Hametz, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que le Hametz, la personne est en train de faire biur Hametz pour enlever le Hametz de la maison. Est-ce qu'il va en manger? À ce moment-là, c'est sûr qu'il ne va pas en manger. Ça, c'est la réponse que nous donne Rava. Ravashi Amar lui va répondre Rabbi Yehuda lo kashia. Il n'y a pas de contradiction de Rabbi Yehuda. Kemach kalitnan. C'est-à-dire, ce n'est pas marqué Kemach vekali, mais c'est marqué Kemach kali, c'est-à-dire de la farine kali de grains qui ont été grillés. Et donc, puisque le grain a été déjà grillé, il n'est pas mangeable. Ce n'est pas une farine qui est mangeable, donc on ne craint pas, il faut seulement la préparer, mais tant qu'on ne l'a pas préparée, on n'a pas fait du pain, on ne peut pas la manger telle qu'elle est, puisqu'elle a été grillée. Et donc, c'est pour cela qu'on ne craint pas, dit Ravashi, d'après Rabbi Yehuda, qu'il va en manger. Et la Gemara termine en disant Vade Ravashi berutahi. Ce que dit Ravashi, c'est une erreur, ce n'est pas juste. Pourquoi? Tinach mikali vaelach. Ravashi aura donné une bonne réponse seulement à partir du moment où on a fait griller le grain. Mais ad kali, jusqu'à ce moment-là, lorsqu'on a coupé le grain, lorsqu'on a toutes les avodotes qui nous ont permis d'arriver au moment où on va le griller, pendant tout ce moment-là, il risque d'en manger. Donc, Maïkalema, qu'est-ce que tu répondras? Vérité, et si tu dis qu'on donnera la même réponse que nous avons pu à Hana Malide Kitouf, au Gderaba, on répondra que pour couper le blé, la récolte, c'est avec la main, donc un chinouille. Ensuite, à partir du kali, lorsqu'on a fait griller, il ne va plus en manger puisque ce n'est plus mangeable tel que. Si tu dis ainsi, alors je te dirai, comment vas-tu répondre sur le terrain Betashlachim? Là, c'est permis de le couper même avec un couteau, même avec une faucille. Et donc, si c'est ainsi, qu'est-ce que tu vas répondre puisqu'il risque à ce moment-là d'en manger? Et là, Hade Ravashi Brutaï. Donc on est obligé de dire que ce que nous enseigne Ravashi, c'est une erreur, la réponse de Ravashi. Et la véritable Bruta ou Beduta, comme nous avons une autre Girza, et donc la réponse qui est maintenue par la Gemara est celle de Rava, que d'après Rabbi Yehuda, la différence c'est entre le Hametz, où il risque d'en manger parce que toute l'année il en mange, le Hadash il n'en mange pas, et d'après les Chachamim, étant donné qu'il est en train de chercher le Hametz, donc il ne va pas en manger. C'est pour cela que les Chachamim permettent de faire la Bikat Hametz même pendant Pessah. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Samech Zayin. L'ordre des prélèvements, lorsqu'une récolte a poussé en Eretz Israël, où on doit faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot, le premier prélèvement est la Trouma Gdola, le deuxième Maaser Rishon, troisième Troumat Maaser, et le quatrième prélèvement, c'est le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Tout dépend des années, puisque sur les 6 années mènent jusqu'à la Shemitah, la première et la deuxième année, ainsi que la quatrième et la cinquième, c'est Maaser Sheni, et la troisième et la sixième année, c'est Maaser Ani. Aujourd'hui, lorsqu'on est mafriche dans le texte qu'on a l'habitude de dire, il est marqué que on ne prélève et qu'on enlève que
la partie de Trouma Gdola et la Troumat Maaser. La Trouma Gdola, c'est un tout petit morceau. Troumat Maaser, c'est 1/10 du Maaser qui est lui-même 1/10, donc c'est environ 1/100. Puisque la Trouma Gdola et la Troumat Maaser ne peuvent être mangées que par un Kohen, et un Kohen en état de pureté, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on enlèvera la Trouma Gdola et la Troumat Maaser, on laissera de côté, on ne la donnera pas aux Kohanim, puisqu'ils sont aussi impurs, mais on est obligé de les prélever. Alors que le Maaser Rishon lui-même, Maaser Sheni ou Maaser Ani, il n'est pas nécessaire de les prélever, de les placer, on peut juste fixer un endroit dans les fruits et de dire cette partie est Maaser Rishon et une autre Maaser Sheni ou Ani. Une fois qu'on a prélevé donc les 4 prélèvements mentionnés, la récolte est permise, on pourra en manger. Donc pour comprendre cet ordre et comment on va prélever, nous allons d'abord expliquer l'obligation des Trumot ou Maasrot, l'ordre des prélèvements, et ensuite on expliquera comment de nos jours on va prélever les Trumot ou Maasrot.